Bonjour à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Dans ce numéro de votre émission Émergence de ce jour, nous allons devoir nous intéresser à un rapport d'audit qui fait jaser un peu partout, que ce soit sur les différentes plateformes, réseaux et aux consorts. Il s'agit bien sûr de cet audit du Fonds de riposte de solidarité Covid-19, gestion 2020. Pour mieux creuser le sujet, avoir le cœur net, nous avons en plateau le ministre professeur Akoda Ayewadon. Il est le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Avec lui, nous allons devoir essayer de parcourir un peu ce rapport de 83 pages que nous avons pris le soin de parcourir un peu pour mieux faire le débat. Excellence, bonjour, merci d'être là. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Je vais très bien et vous-même? Bonne année puisque c'est notre première rencontre. Nous allons nous souhaiter des vœux de santé et puis de prospérité. Parfait. Merci bien d'honorer notre plateau. Vous suivez également l'actualité dans tout son ensemble en tant que ministre de la Communication et des Médias et un peu ce qui se passe de l'autre côté avec l'un des confrères au Cameroun. Vous suivez également ça pour la vie d'un journaliste? Parce que vous êtes notre patron à nous. Oui, un événement plutôt triste. Triste. Perdre un journaliste dans ces conditions-là est très regrettable. Je voudrais avoir une pensée à sa famille biologique et à sa famille professionnelle aussi. Et dans la mesure où l'État souverain du Cameroun a engagé des enquêtes, il nous faut patienter pour voir l'issue de ces enquêtes-là, situer les responsabilités. En tout état de cause, personne ne devrait subir un tel sort. Parfait. C'est juste une parenthèse, puisque c'est votre département, comme dans l'autre pays. D'entre deux jeux, monsieur le ministre, avez-vous lu le rapport d'audit du Fonds de riposte de solidarité Covid-19, gestion 2020? C'est le minimum que je puisse faire que de lire. Absolument. C'est Quelle mon était boulot. votre première réaction après avoir eu le document que j'ai sous la main? Vous avez essayé de parcourir. Quelle a été votre première réaction? Alors, moi, ma première réaction, c'est de voir la qualité du travail qui a été proposé par les auditeurs de la Cour des comptes et de m'appesantir sur le contenu de ce rapport. Et j'ai lu le document en entier et c'est très important de le lire en entier parce que j'ai entendu, et vous aussi sans doute, fleurir ici et là un certain nombre de commentaires sur le document en question. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut absolument le lire en entier. On reviendra sans doute là-dessus. Pourquoi un audit sur ce fonds de riposte et de solidarité au lendemain, bien sûr, de Covid? Sinon, on peut oser conjuguer cette pandémie-là au passé. Il nous faut la conjuguer au passé parce que c'est mieux pour nous ainsi. Oui. Mais peut-être qu'il nous faut tout simplement revenir en arrière. 6 mars 2020, lorsque les premiers cas sont détectés dans notre pays, il y a un homme qui a pris tout de suite la mesure de cet événement. Son Excellence le Président de la République, et très tôt s'est engagé dans la mobilisation des ressources de toutes les natures pour pouvoir juguler cette crise. Je voudrais rappeler que depuis notre indépendance, c'est la première fois que notre pays connaît une crise d'une telle ampleur. Et parce que c'est la première fois, nous n'étions pas complètement préparés à répondre à une crise d'une telle ampleur. Donc, la réponse qui a été apportée a été une réponse progressive qui s'est adaptée au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Alors, pourquoi un audit? Un audit parce que le gouvernement a décidé de solliciter des experts la vérification de tout ce qui a été fait pendant cette période-là, afin d'en tirer les meilleures leçons possibles, les meilleures pratiques, pour que nous puissions nous préparer. C'est aussi simple que cela. Et il faut le souligner, il s'agit d'une mission d'audit qui a été commandée par le gouvernement. Ah oui, c'est le gouvernement qui a commandé cet audit-là. Absolument. Pour avoir le cœur net en matière de la gestion, bien sûr, de ce fonds-là. Absolument. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes plutôt heureux de voir un corps d'État nous proposer un travail d'une telle qualité, un travail sur lequel ou sur la base duquel il y a un certain nombre de dispositions qui devront être prises.
Alors, justement, selon les chiffres dans son adresse à la nation, nous étions le 1er avril 2020, quand le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé s'adressait à la nation pour énumérer des mesures devant atténuer, bien sûr, et contribuer de la même façon à la riposte de cette maladie à coronavirus. Il avait annoncé 400 milliards de francs CFA qui doivent être mobilisés pour mieux faire la riposte. Et au finish, on s'en sort avec 182-83 milliards de nos francs CFA. Alors, il y a une question qui revient tout de suite. Comment on peut expliquer le fait que la gestion de le tiers, en fait, si je peux permettre, c'est même pas le tiers qui a été motivé, qui a été mobilisé, la gestion n'a pas été bien faite, selon le rapport? Non, je pense que beaucoup, ou en tout cas ceux qui exploitent le rapport, ont mal lu le rapport. Ah oui? Lorsque vous parlez du tiers en question, en réalité, il y a certains points qui ressortent vraiment à foison sur les différents réseaux. Okay. On peut commencer à les citer. Lorsque l'on parle, par exemple, du riz qui a été commandé, n'est-ce pas, et que l'on se demande pourquoi on aurait commandé du riz et que le riz n'aurait pas été distribué. Mais le riz n'a pas été distribué à aucun moment par le gouvernement. Il faut faire extrêmement attention. À l'époque, il y avait une situation de tension prévisible. Le gouvernement a recherché à anticiper cette tension en commandant du riz par un mécanisme particulier et en mettant le riz à la disposition des importateurs. Ce qui veut dire que sur le riz, il s'agissait d'une opération à somme nulle. C'est-à-dire que l'État a sorti l'argent pour acheter le riz et les importateurs ont revendu le riz et l'argent est revenu à l'État. Il y a eu des critiques qui concernent notamment les modalités de passation de marché sur ce riz-là. Oui. Pour aller vite, l'État a contracté avec Olam, qui est une société de droit anglais. Les procédures utilisées par cette société ne sont pas les mêmes que celles que nous utilisons dans notre pays. Et à partir de là, vous savez, le vérificateur, il regarde nos textes et il regarde ce qui s'est fait. Quand il dit qu'il y a irrégularité, il ne dit pas qu'il y a eu une dépense fictive. Il ne dit pas non plus que l'argent a été détourné. Il faut insister là-dessus. Il dit juste que la procédure observée n'est pas équivalente à ce qu'il a sous la main. Donc avec Olam, un système de droit anglais que nous n'avions pas encore, il a fallu faire un document signé par tous les ministres qui étaient concernés pour attester. Ces documents sont disponibles. D'ailleurs, dans le rapport, il est bien inscrit que il y a des réponses qui ont été apportées par les administrations pour justifier les dépenses en question. Et beaucoup ignorent cette partie du rapport ou ces parties du rapport en insistant juste sur ce point-là. Un deuxième élément qui ressort aussi de façon très importante, c'est la gestion de Novici. Ah oui, ça, on va revenir dans le courant, bien sûr. Très bien. Donc, Novici qui est l'un des points... C'est pour vous dire que le rapport a eu un objectif. Le rapport a eu pour objectif de procéder à des vérifications, d'établir la régularité, la conventionnalité également des dépenses qui ont été effectuées. Et je le répète encore, il ne faut pas lire le rapport comme un menu, c'est-à-dire on pioche en fonction des intérêts. Mais il faut lire le rapport dans son intégralité pour pouvoir le comprendre. Si je prends par exemple les dépenses du ministère de la Sécurité, au plus fort de la pandémie, on était en mars, d'accord? Mars-avril. Mars-avril. Il faut savoir que, par endroit, nous n'avions pas les textes juridiques nécessaires pour pouvoir juguler cette pandémie. Mais est-ce que le gouvernement devait rester les bras croisés? Il ne faut pas avoir la mémoire courte. L'opinion publique, à un moment donné, était très exigeante sur le fait que le gouvernement devait agir. Et le gouvernement a agi par endroit. Ce qui fait que, si l'on prend l'exemple des réquisitions d'hôtels, l'on a réquisitionné les hôtels avant même d'avoir à disposition les textes qui encadrent cette réquisition. Parce que notre pays, au regard de son histoire, n'avait pas l'héritage colonial français, notamment en matière de réquisition, comme on peut l'observer au Sénégal, au Burkina Faso notamment. Donc vous voyez bien que
lorsqu'on lit ce rapport, il ne faut pas oublier que nous étions dans une situation de crise particulière, dans une situation d'urgence, et ce rapport, il faut le lire en entièreté. Justement, vous avez eu à toucher un point concernant, bien sûr, l'achat de riz, qui fait vraiment jaser également sur les réseaux, où on se demande finalement ces riz ont servi à quoi concrètement, en quoi cela a été utile vraiment en ce temps de Covid. Vous avez dit Olam, qui est la société qui a mis ces sacs de riz à la disposition des petits et moyens détaillants qui sont au pays, à sa façon de gérer en matière de commerce. Est-ce qu'un État doit se soumettre aux règles d'une société? C'est un contrat, c'est simplement, c'est un contrat. Voilà. C'est un contrat. Comment ça se gère dans ce domaine-là? C'est un contrat. Oui. C'est un contrat que nous avons signé avec, avec la société Olam. Oui. Ce contrat, vous savez, dans un contrat, on peut choisir la loi applicable, d'accord? Et en ce moment-là, les règles juridiques qui ont gouverné la signature de ce contrat-là, ce sont les règles du droit anglo-saxon. La facture qui a été produite, sur laquelle on retrouvera les, les signatures de tous les ministres concernés pour pouvoir régulariser l'opération, ces signatures, elle est disponible. Et je le dis encore, des observations ont été envoyées par les ministères concernés pour justifier l'emploi des ressources. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'opinion de la Cour indique qu'il y a eu des irrégularités, il y a eu des insuffisances, mais globalement, la gestion qui a été faite des fonds, des fonds de soutien et de résilience pour le Covid, que globalement, cette gestion est satisfaisante. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que une somme de ce fonds-là en particulier ait pris une direction qui n'est pas traçable. Le rapport ne le dit pas. Alors, quand ce rapport de la Cour des comptes dit qu'il y a des irrégularités, en termes plus simples, pour un profane qui ne s'y connaît pas, un rapport du genre qui a été publié sur le site, on a pris le temps de parcourir, il y a beaucoup de gens qui se demandent, quand on dit il y a irrégularité, justement, ça veut dire quoi? Très simplement, je ne voudrais pas jouer sur les mots. Lorsqu'on dit qu'il y a irrégularité, vous savez, le contrôle consiste en quoi? On dit, ici, il y a une opération qui doit être menée. Cette opération, dans notre ordre juridique, correspond à telle procédure. Oui. D'accord? Le rapport observe que sur cette opération, il n'y a pas eu le respect de cette procédure-là, ou alors la procédure en question n'a pas été respectée sur toute la ligne. Donc, le rapport conclut qu'il y a irrégularité. Le rapport ne dit pas que la dépense est fictive ou inexistante. Le rapport dit qu'il y a irrégularité. Ce qui veut dire qu'en réalité, par endroit, et là le gouvernement est complètement conscient de cette situation, par endroit, au regard de la situation et du vide juridique que l'on pouvait observer par endroit, l'on a été obligé d'aller très très vite. Et le fait d'aller très vite a occasionné ces irrégularités, et ces irrégularités gagnent à être corrigées désormais en réactualisant nos textes de façon générale, nos textes de droit public financier, et pour nous permettre d'éviter ces situations-là. L'objectif de cette mission, c'était d'abord de faire ce contrôle et cette vérification, et de nous permettre d'améliorer la gouvernance de nos administrations. Je le répète, c'est une commande du gouvernement. Parfait. On va s'intéresser au point concernant Novici. Et ça vous dit forcément quelque chose. Selon l'audit de la Cour des comptes, nous avons 1 048 572 transferts qui ont été effectués du 8 avril 2020 au 11 mai pour un montant de 12 220 470 250 francs CFA. Et selon ce même rapport, il se dégage un reliquat de 779 529 750 francs CFA qui ne sont pas cependant reversés dans les caisses de l'État selon le rapport. Qui aurait fait mais basse sur ce reliquat, monsieur le ministre? Alors, juste après cette partie du rapport, ce que l'on ne dit pas, c'est que le rapport indique clairement qu'il a reçu des observations de la part des ministères concernés, que ces observations-là sont arrivées en retard, que
la Cour des comptes n'a pas pu intégrer ces éléments avant diffusion. Et cela, on l'occulte à dessein. Maintenant, pour revenir sur les montants en question, vous savez, les comptes qui sont concernés, le compte Novici, fonctionne un peu comme un compte du Trésor. Ou alors, plus simplement, comme un compte Timoni ou un compte Flouze. Oui. Lorsque vous avez de la liquidité et que vous déposez de l'argent sur votre compte Timoni, vous avez certainement une dépense immédiate à réaliser, n'est-ce pas? Oui. Lorsque vous réalisez votre dépense, le solde, en général, vous ne le retirez pas. Vous le conservez sur le compte Timoni, on est bien d'accord? Voilà comment a fonctionné ce compte-là. Donc, il y a eu une première phase où les bénéficiaires de Novici ont été servis. D'accord, ont été servis avec le fonds. Mais les fonds restants n'ont pas été rapatriés au Trésor tout simplement parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce compte-là fonctionnait comme un compte Timoni, vraiment simplement. Mais ces comptes, et les explications sont arrivées, le rapport le dit, il n'a pas pris en compte, oui. D'accord? Ces fonds ont servi, par exemple, à payer les agents vaccinateurs. Rappelez-vous, lorsque la fronde des agents vaccinateurs est survenue, mais l'opinion publique était vent debout pour indiquer qu'il était inadmissible que l'on laisse ces jeunes-là sans les payer. Et pour assurer un paiement efficace et pertinent, l'on a utilisé le mécanisme Novici pour pouvoir les payer. C'est ce reliquat qui a également servi à payer notamment les enseignants volontaires au plus fort de la crise. C'est ce reliquat qui a permis à payer les transporteurs. Donc à un moment donné, c'est vrai, c'est peut-être notre responsabilité parce que nous, les explications qui avaient été demandées par la Cour des comptes ne sont pas parvenues à temps pour pouvoir compléter le rapport. Et c'est complètement notre responsabilité. Mais il n'est pas tolérable ou il n'est pas acceptable de dire qu'il a été fait main basse sur ces montants-là. On n'avait pas ces explications. On se dit, mais bon, finalement a gardé... C'est pour cela que la Cour a mis un bémol dans son analyse en disant que certaines réponses lui sont parvenues et que ces réponses n'ont pas eu le temps d'être exploitées pour intégrer le rapport. Et raison pour laquelle moi j'insiste, lorsque le gouvernement demande cet audit-là, le gouvernement se met dans un esprit de transparence, de redevabilité, de montée en puissance des corps d'État, des corps de contrôle. En même temps, l'attente du gouvernement, c'est non seulement ce type de résultat, mais c'est aussi cette capacité à améliorer l'existant pour préparer l'avenir. En termes plus simples, les 779 millions n'ont pas été dilapidés ou restés quelque part. Ça a servi à payer les enseignants. Notamment volontaires et d'autres choses également. Voilà. Les agents vaccinateurs, comme vous le dites. Et aujourd'hui, c'est vérifiable. Tous ceux qui le souhaitent peuvent s'adresser au Trésor et puis les éléments pourront être mis à disposition, vraiment sans difficulté. Il y a cette question-là qui revient très très souvent. On dit, quand est-ce que les Togolais ont bu de l'eau jusqu'à 6 milliards et quelques de francs CFA? Et ça fait un peu rire, mais bon. C'est dommage. De poser clairement le problème pour avoir des réponses, parce que vous êtes le porte-parole du gouvernement, parce qu'on sait qu'en avril, on a plus de 569 millions qui ont été dépensés pour l'eau, mai, juin, juillet, août, septembre, et puis la réflexion du réseau dans la COSA. Et le tout tourne autour de 6 milliards 389 millions 438 756 francs CFA. Mais c'est dommage que là aussi, juste une partie du rapport soit exploitée. Il faut prendre l'exercice dans sa globalité. On a parlé de réflexion d'un réseau d'adduction d'eau potable avec toutes les exigences techniques et technologiques nécessaires pour pouvoir faire ce réseau-là. Ceux qui habitent dans la région de la Kara savent à quel point la question de l'eau est délicate. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement a déployé, avec l'aide des bailleurs, les projets PASCO, qui d'ailleurs ont été reconduits le mois dernier. La question de l'eau est sensible et c'est une question vitale pour le gouvernement. Donc que le gouvernement mette autant d'argent dans l'eau, on n'a pas dit que les citoyens sont allés acheter Pure Water 10 francs jusqu'à 6 milliards. À aucun moment. On a parlé d'une structure globale
pour pouvoir mettre à disposition de l'eau potable. Donc, il n'est pas acceptable qu'une instrumentalisation soit faite de certaines parties du rapport. Dans ce même rapport, on peut noter aussi les débatteurs qui passent sur les différents plateaux. Je veux parler bien sûr des médecins qui sont souvent invités dans des émissions. Très souvent, selon certaines informations, une fois passé, on peut aller toucher 300 000 francs et le Togolais lambda trouve ça anormal du moment où il y a d'autres qui n'arrivent pas à gagner le SMIG. Alors, sur les montants touchés, je pense que peut-être l'une des faiblesses que nous avions eues, c'est le défaut d'encadrement par un texte de ces montants-là. C'est le défaut d'encadrement. Et cela gagne à être corrigé. Sur les montants, faisons attention. On parle de spécialistes, on parle de techniciens d'un certain niveau. Et si on veut un travail de qualité et d'engagement, les personnes qui vont sur les plateaux, ou à ce moment-là qu'on mobilisait au plus fort de la crise, ils n'étaient pas nombreux à accepter à aller sur des plateaux pour aller travailler ou aller sur le terrain pour aller travailler. Donc, cela peut expliquer les montants qui sont proposés. Mais c'est des spécialistes d'un certain niveau. Et au regard de cela, moi, sur les montants, je ne voudrais pas discuter parce que ailleurs, on pourrait demander plus et ailleurs, on pourrait demander moins. Donc, c'est une question de part des choses à faire. Donc, il nous faut prendre un texte pour encadrer. Au temps fort de la crise, il faut qu'on fasse un peu de sacrifice. Alors, sur le sacrifice, je pense que si on demande du sacrifice, il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et vous savez que toutes les personnes qui ont été engagées ont, au-delà de demander, ont exigé à être rémunérées. Je ne veux pas citer les différents corps, mais à un moment donné, ont exigé à être rémunérés. Que fait-on face à une telle situation? Est-ce qu'on refuse de rémunérer et on laisse une opportunité de pouvoir sensibiliser passer? Non. Moi, il me semble que le gouvernement a pris ses responsabilités. Et là-dessus, le leadership du chef de l'État ne doit pas être négligé. La question principale qui était au frontispice des actions, c'était comment on fait dans l'urgence pour régler le problème. C'était la question fondamentale. C'était l'urgence qui a amené, bien sûr, à mettre un peu à ce niveau. Imaginez-vous dans une situation où vous devez gérer une crise qui est nouvelle, pour laquelle personne n'est préparé, et face à laquelle vous avez des exigences. Il faut apporter des réponses à ces exigences. Et je pense qu'il ne nous faut pas nous arrêter sur les montants perçus par les différents consultants. Aujourd'hui, on le sait, il faut encadrer. Parfait. Il y a un autre point aussi qui retient beaucoup plus l'attention, surtout de nous qui sommes bien sûr des professionnels des médias ou nous qui faisons bien sûr partie de la communication et du journalisme en particulier. La conception de ce logo-là qui a coûté plus de 10 millions, voire 15 millions de francs CFA. Monsieur le professeur Akoda Yoadan, que je connais depuis l'université, celui que j'adule beaucoup, vous êtes d'accord, vous êtes enseignant-chercheur pour un jeune comme moi, et puis on le dit, un logo du genre, et puis qui visiblement, selon certains critères, bon, ne ressemble pas à grand-chose, on se dit, ça va jusqu'à 15 millions de francs CFA. On a dit, qui est-ce qui a validé et comment ça s'est passé et qui est-ce qui a payé? Alors, pour le logo, c'est quel ministère qui était concerné? Alors, pour le logo, je n'ai pas des éléments de réponse. Que la leçon que je tire, c'est que sur cette base-là, la barre est désormais mise très haute pour les prochains concours de logo que nous aurons à lancer, parce que si nous nous mettons en deçà de 15 millions... Covid-19 avec l'un de nos sceaux, le lion avec flèche, tout ça là. Et puis ça suffit pour avoir ce montant, ça frise un peu le ridicule, parce que vous nous exigez très souvent, en tant que notre ministre de tutelle, à être beaucoup plus professionnel dans tout ce qu'on fait. Pour un infographiste qui produit ce genre de trucs-là. Et on dirait peut-être qu'il y a un peu de laisser aller du gré à gré ou bien du favoritisme.
Alors, je le disais tout à l'heure, je n'ai pas toutes les conditions hein, de passation de ce concours de logo, mais ce que je sais, c'est que oui, le montant est élevé et comme je le disais, il nous faut encadrer, simplement. Parfait. On va s'intéresser également à un autre point, également contenu dans ce rapport de 83 pages, où au niveau du ministère de l'Agriculture, par exemple, on a assisté à une passation de marché pour l'engrais d'une valeur de 4 milliards de francs CFA qui a été faite, bien sûr, cette passation, d'une façon gré à gré, quand on sait que on est dans une république qui est régie par des lois et on a des institutions qui s'y connaissent en la matière. On se dit passation gré à gré, en quelque sorte, entre guillemets, si vous permettez le terme, jusqu'à 4 milliards de francs CFA. Alors, vous avez sans doute noté que les textes de la passation, enfin de la commande publique ont été modifiés récemment. Oui. Je ne sais pas si vous avez noté. Oui, oui. Et sur ces modifications, il y a des leçons qui ont été tirées de ces différentes situations. Vous savez, lorsqu'on passe des commandes d'une telle ampleur et du niveau d'urgence que l'on avait, l'un des éléments clés, c'est la capacité financière de la structure qui va mettre à disposition les engrais commandés. Cela peut expliquer la passation du marché en gré à gré. Mais pour le reste, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, si l'on s'en tient au fonctionnement ou à la procédure, oui, on est en situation d'irrégularité. Ah oui. On est en situation d'irrégularité, mais une irrégularité qui peut se justifier. Qui est justifiée par la situation particulière. Or, cette situation, cette irrégularité pourrait être discutée de long en large. Mais dans cette situation particulière, il faut accepter que la procédure est irrégulière, mais trouver des circonstances atténuantes pour ce cas en particulier. Oui, parfait. Alors, aujourd'hui, il y a cette question-là qui revient par rapport à cette passation de marché concernant l'engrais qui coûte dans les 4 milliards de francs CFA, quand on sait que dans le même temps, en cette période-là, le chef de l'État dit il faut qu'on donne la chance à tout importateur de produits concernant de matériel du domaine médical, agricole et consorts. Ce qui veut dire que la chance doit être donnée à tout le monde. C'est pour cela que je vous disais, oui, la chance doit être donnée à tout le monde. Mais dans une situation d'urgence comme celle-là, est-ce que tout le monde avait les moyens ou la capacité financière pour pouvoir délivrer ce qui a été commandé dans les temps qui ont été sollicités? Je n'en suis pas convaincu. Mais je vous le répète, nous retenons la situation particulière qui peut justifier cette procédure-là et les leçons seront tirées. Parfait. Vous avez eu à toucher un point des virements sur des comptes personnels en matière de réquisition d'auberges ou d'hôtels pouvant servir de lieu de prise en charge à l'intérieur du pays, que ce soit de Lomé jusqu'à Dapaon, à Saint-Cassé et autres. On se demande, virer sur un compte personnel pour une institution, il y a une structure qui a été mise en place, dirigée par le colonel Djibril Mohamed. On se dit, est-ce qu'il y a un peu de sérieux dans cette affaire quand on vire sur un compte privé ou personnel? Alors, je ne discuterai pas le sérieux parce que je pense que ceux qui travaillent là-bas sont des personnes complètement sérieuses. Oui, mais la procédure en soi. Alors, sur la réquisition des hôtels. Oui. Sur la réquisition des hôtels, nous partions de zéro. Oui. L'urgence sanitaire nous imposait d'avoir des endroits où rassembler les personnes qui étaient susceptibles de porter la maladie. Oui. Nous n'avions pas de texte parce que notre histoire juridique ne nous a pas permis d'avoir des textes. Mais dès lors que vous réquisitionnez l'hôtel, la villa de quelqu'un, vous le faites, c'est vrai, au nom de l'intérêt général. Mais la personne dont c'est la propriété a besoin d'être dédommagée pour cela. Et parce qu'au même moment, la personne dit, bah, écoutez, mes activités sont à l'arrêt, je ne peux plus rien faire, qu'est-ce qu'on fait?
Là, on a été obligé de procéder ainsi à cause du vide juridique. Mais je le dis encore, c'est une irrégularité. Le gouvernement n'en disconvient pas, mais une irrégularité qui désormais est corrigée parce que par après, des textes ont été pris, décrets, ordonnances notamment, pour pouvoir nous doter d'un instrument pouvant nous permettre de faire les réquisitions dans les règles de l'art. Malheureusement, le contrôle, il est fait avec quoi? A posteriori. Vous voyez, c'est ce qui permet d'avoir un œil sur ce qui va être fait prochainement. Voilà. Alors, le rapport en soi, il dit rapport d'audit du Fonds de riposte et de solidarité Covid-19, gestion 2020. On sait qu'il y a 2021 et 2022. Ce qui veut dire que ces 2 années-là ne sont pas concernées dans le dit rapport. C'est d'ailleurs de 2019. Hein, oui, fin d'année 2019. De 2019 oui. jusqu'à 2020. D'ailleurs, c'est pour cela aussi que je voudrais sincèrement nous convier à la lecture attentive et complète du rapport. Je suis parfaitement convaincu que 90% de personnes qui discutent de ce rapport ne l'ont pas lu. Ne l'ont pas lu. Pioche des éléments pour pouvoir étayer une argumentation orientée, c'est à dessein. Lorsque vous lisez le rapport, d'ailleurs, l'opinion de la Cour, vous verrez à la fin, elle est très claire. L'opinion de la Cour indique que la gestion qui a été faite sur le temps d'analyse, en tout cas, ou le temps de vérification, est une gestion qui correspond au standard. Qu'il y ait des irrégularités, la Cour ne le balaye pas d'un revers de la main, mais la Cour le dit clairement. Ne l'oublions pas. Et c'est la conclusion qui est la plus importante dans le rapport. La Cour a retenu de travailler sur 2020. Elle a également dit qu'elle pourrait continuer ces investigations si la lettre de mission lui permet. Donc le gouvernement, dans sa demande, n'a situé que de fin d'année 2019 à 2020. Pour 2021-2022, on doit peut-être attendre un peu pour voir si le OK est donné. On aura de nouveaux éléments devant étayer un peu. Je pense que cela dépendra de la décision de la Cour notamment ou du gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que la Cour a reçu des éléments de réponse un peu tardivement, comme elle le souligne. Est-ce qu'elle va remettre à disposition ces éléments-là? C'est du chef de la Cour. Et vous savez, c'est un corps indépendant. Parfait. Alors, c'est le gouvernement qui a demandé l'audit. La chef du gouvernement, je veux parler bien sûr de Mme Sidé Merho Tomega Dogbe, est-ce qu'elle est satisfaite du rapport qui lui a été présenté? Vous êtes le porte-parole du gouvernement, vous avez eu peut-être forcément à discuter, à échanger avec lui. Il va vous appeler professeur. Et le rapport qui fait parler peut-être, on lui a soufflé peut-être. Est-ce que vous avez lu dans la discussion, elle est satisfaite du travail qui a été fait et du contenu? Sur le rapport, c'est le gouvernement qui a commandé le rapport. Le gouvernement a eu la primauté de ce rapport-là. Ah oui. Et c'est pour cela que l'on devrait comprendre que si le gouvernement a eu la primauté du rapport et a décidé d'autoriser sa publication, l'exercice de transparence ne doit pas être perdu de vue. Maintenant, une fois qu'on a le rapport, les leçons à tirer de ce rapport sont prises en compte par le gouvernement. Et le gouvernement avait d'ailleurs déjà commencé à régulariser un certain nombre de textes. Je parlais des réquisitions tout à l'heure. Il y en a eu d'autres, notamment sur les marchés publics. Donc, il y a cette volonté d'aller vers l'amélioration de notre gouvernance. Maintenant, sur les polémiques qui peuvent sortir sur le rapport, c'est décevant parce que le travail de la Cour des comptes est malheureusement n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et le rôle des journalistes en tout cas, c'est vraiment de lire le rapport, de le lire en entier et de ne pas s'arrêter sur quelques points au risque de flouer l'opinion sur le contenu du rapport. Complètement. Parfait. Mais, monsieur le ministre, doit-on dire aujourd'hui que ce rapport-là est parfait? Parfait, il y a... Vous ne m'entendrez jamais dire que quelque chose est parfait, peut-être par des fautes de langage. La perfection n'est pas de ce monde. Oui. C'est un rapport qui nous donne un point de départ pour mieux travailler encore,
pour améliorer ce qui est fait. La volonté du gouvernement, elle est dans ce sens-là. Travailler dans beaucoup de transparence, de faire en sorte que la redevabilité qui est le maître mot soit au rendez-vous. Les corps de contrôle jouent leur rôle. La Cour des comptes met à disposition ses rapports en ligne. Ce n'est pas pour rien. Donc, ces différents éléments ne doivent pas être passés par perte et profit. Ça ne doit pas être passé inaperçu de cette façon, puisque c'est le gouvernement qui a demandé, le travail a été fait, publié par la Cour des comptes sur son site que nous avons pris le soin de lire, parcourir. Justement, à quoi doit-on s'attendre au lendemain, bien sûr, de la publication de ces rapports-là? On a fait ce débat-là là-dessus. C'est fini, porte close, ou il y a d'autres choses qui doivent suivre dans les jours qui viennent? Le rapport a été publié. Le rapport a fait l'objet d'une conclusion. Il faut lire la conclusion. Il nous faut absolument lire la conclusion. Je vais voir si j'ai les éléments de conclusion. Je veux les citer. Ah oui, ah oui. La Cour atteste d'abord que les ressources mobilisées sont utilisées conformément aux clauses des accords et dons, que le paiement des dépenses qui sont inscrites sur le budget de l'État est conforme au texte en vigueur. Les mesures économiques et sociales qui ont été prises sont appliquées dans la transparence et la conformité au texte en vigueur. Les dépenses relatives aux mesures barrières de riposte sont conformes, régulières et sincères. Donc, la dernière phrase, oui, c'est au regard de cet ensemble. Au regard de cet ensemble, que la Cour dit que la gestion du FRSC, dans un contexte d'urgence imprévisible et de gestion pragmatique, bien que perfectible, est conforme aux conventions et aux lois et règlements et donne son quitus. Donc, au total, quelle est la conclusion de ce rapport? Ce rapport dit vraiment très simplement que nous étions dans une situation qui était particulière, imprévisible, d'urgence. Nous avons travaillé à essayer de juguler cette situation. Il y a eu des insuffisances, des irrégularités, mais celles-ci sont non seulement justifiées par cette situation d'imprévisibilité, mais ne suffisent pas pour dire que tout ce qui a été fait doit être jeté à l'eau. C'est aussi simple que ça. Donc, la suite, pour ceux qui voudraient avoir des détails, il y a des procédures pour avoir des informations publiques. Hein, pour aller plus loin, oui. il y a des procédures, elles peuvent être suivies, mais le gouvernement, pour sa part, s'est déjà mis au travail pour répondre, en tout cas apporter les correctifs nécessaires et répondre point par point aux insuffisances qui ont été relevées. Parfait. Dans un groupe de discussions, quand j'avais annoncé l'émission, que je recevrais le ministre de tutelle, qui est bien sûr le porte-parole du gouvernement, certains confrères disent que la presse semble être le parent pauvre qui n'a pas été bien sûr servi dans cette démarche. Que dites-vous en tant que papa des journalistes? Il y a eu deux volets. Il y a eu deux volets dans l'action du ministère de la Communication. Pendant la Covid, il y a d'abord eu un volet sensibilisation et formation, oui, qui a fait l'objet d'ateliers notamment. Et il y a eu un volet où le gouvernement a essayé d'accompagner les structures de la presse avec avec la mise à disposition de certaines sommes. Le gouvernement l'a fait. Donc ce sont ces deux volets que nous avions pu adresser. Cela peut être jugé d'insuffisant. Nous le recevons comme tel et l'ambition, oui, c'est maintenant, au regard de comment tout cela s'est passé, de pouvoir inscrire dans le marbre une façon de faire, oui, qui nous permettrait d'éviter ces difficultés, d'aller plus loin et de travailler mieux, simplement. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. À la fin de l'émission, en un terme plus simple, ce rapport, que doit-on retenir? Ce qu'il faut retenir du rapport, c'est que notre pays a fait face à une situation particulière. Notre pays a sollicité des concours financiers
auprès des bailleurs, a mis également de l'argent de l'État à disposition. Et sous le leadership du chef de l'État, notre pays s'est attelé non seulement à la riposte, à la résilience, mais aussi à la relance économique. Dans ce cadre-là, il y a eu des actions qui ont pu être engagées tous azimuts. Ces actions-là, pour certaines, ont été faites selon des procédures qui n'étaient pas régulières, selon le rapport de la Cour des comptes, et qu'à partir de là, il faut corriger cela. Mais au total, la gestion globale, celle qui a été analysée par la Cour des comptes, a reçu non seulement le quitus des auditeurs, mais a été jugée conforme aux règles de notre pays. Parfait. Vous êtes bien sûr professeur Akoda Ayoadon, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. C'est bien ça? Merci. Merci d'être passé. Merci. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. À très vite.